Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cette autre édition de votre émission Le Monde des Mystères. Bonjour professeur Emmanuel Deportes. Bonjour Jean-Marie Onambele, nous sommes dans une autre édition de votre émission Le Monde des Mystères. Le Monde des Mystères, ce soir nous allons continuer avec la mystique du bonheur et de la santé, mais nous allons parler du cerveau et le cerveau humain et le cerveau artificiel, parce que c'est une suite d'émissions que nous avons préparées pour vous pour essayer de déphraser le cerveau qui est au niveau de la tête et du cerveau qui est au niveau du cœur. On va effectivement, professeur, comme vous l'avez dit, parler lors de cette émission du cerveau humain et de l'intelligence artificielle. On ira voir à quoi sert effectivement cette intelligence artificielle et comment aujourd'hui faire pour avoir un peu plus d'espace dans notre vie et surtout en utilisant proprement les capacités des différents organes qu'on a et les deux organes dont on est en train de faire un parallèle depuis quelques semaines sur votre programme Le Monde des Mystères, c'est bel et bien le cerveau et le cœur. On va voir aujourd'hui qu'on peut aussi se focaliser sur l'intelligence du cœur pour relever et surtout mener certains objets. On va aussi après aller voir humainement s'il y a une avancée scientifique par l'utilisation du cerveau. La question sera posée et la réponse vous sera donnée dans une chronique du professeur Emmanuel Deportes. Mais pour l'instant, on va prendre notre premier stop. Et le premier stop, c'est bel et bien réflexion, évocation. Et on revient sur ces cadres africains intellectuels qui parfois, selon celui qui va s'exprimer, ne servent à rien. Qu'à avorter sa marche vers la modernité et à adopter la modernité des autres sur un fond d'analphabétisme, sur un fond d'incohérence, sur un fond de misère, sur un fond de mendicité au sommet de l'État, après avoir promis le développement au lendemain des indépendances. C'est le cadre qui a tué l'économie du village avec ses connaissances inadaptées, ses connaissances axées sur le moderne et l'industriel, dans un monde où le traditionnel est la priorité. Il faut revoir les choses. Les normes européennes ne sont pas les normes africaines. Les normes des villes ne sont pas les normes du village. L'immunologie du monde paysan ne doit pas être l'immunologie de ceux qui vivent sur les carreaux cirés, quoi. L'eau potable pour nous, c'est l'eau de robinet. Mais l'eau de robinet, celui qui vient de l'Europe, il ne peut pas boire ça, il va tomber malade. Tout est relatif. La loi de la relativité doit s'imposer sur cette loi cadrée, des intellectuels cadrés. Bon, l'autre les avait appelés, comme il le dit, pas un nom péjoratif. Mais moi, je dis qu'ils sont cadrés. Ils doivent sortir de leur cadre. Le cadre africain doit sortir de son cadre et s'ouvrir à l'intelligence situationnelle. 1 plus 1 égale 2, je suis d'accord. Mais il faut ajouter que c'est dans grand air. 1 plus 1 ne donne pas 2 dans la famille. Ça devient les mathématiques de la stérilité dans la famille. 1 plus 1, si ça ne donne pas 3, 4, 5 ou 6, vous ne pouvez pas vivre ensemble. Mais ça, c'est un grand F. Et 1 plus 1 dans l'agriculture, ça peut donner 1000. Parce qu'une graine plus une terre peut donner 1000 graines en 3 mois. Mais on nous a cadrés dans grand air. Et on est agrégé dans grand air et on refuse de s'ouvrir à l'intelligence situationnelle. Et on a tué l'économie. On a tué l'économie des villages. Et moi, je rêve de restaurer l'économie villageoise. Parce que l'analphabétisme devrait être une force pour notre économie. Le chômage devrait être une force pour l'économie des pays africains. Je prends le système éducatif comme un complot contre l'économie. Quand on sortait l'enfant du village, il avait 5 ans. 6 ans au cours primaire, il devrait produire 3 tonnes de maïs s'il n'avait pas été à l'école. 7 ans au cours secondaire, il devrait produire 7 tonnes de maïs. 4 ans au cours universitaire, il devrait produire 10 tonnes de maïs. Derrière chaque étudiant qui a la maîtrise, il y a 20 tonnes de maïs qu'on doit au village, quoi. Ils n'ont pas produit, ils ont mangé. J'ai dit ça au recteur Saint-Saint la dernière fois, que ce n'est pas logique que l'on forme les enfants et qu'on ne les utilise pas. Ce n'est pas logique qu'on engraisse des vaches et qu'on ne les traite pas. Ce n'est pas logique qu'on engraisse des bœufs et qu'on ne les envoie pas à l'abattoir. Ce n'est pas logique qu'on arrose des palmeraies et qu'on les délaisse à la floraison. Je dis, il y a un problème. Avant les indépendances, il n'y avait pas la pauvreté dans les sociétés africaines. Il n'y avait pas le chômage non plus. Après les indépendances, les cadres sont partis du développement comme objectif, mais ils nous ont amenés à la pauvreté et au chômage. Je dis, ce n'est pas leur faute.
C'est parce que la formation des cadres africains n'a jamais répondu à un besoin africain de formation des cadres. Elle a toujours été intégrée à un besoin colonial qui voulait mieux gérer la post-colonisation. Et tous les États africains, après les États indépendants, ont mis en place un système d'administration, de grugeage et de braquage. Les premiers grugeurs sont les États. Ils grugent les fonctionnaires en leur payant un mauvais salaire. Le salaire d'un Béninois ne peut pas lui suffire pour vivre 10 jours. Mais il doit travailler 30 jours et avoir des congés. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est incohérent. Quand vous êtes payé comme ça, vous n'avez que la surfacturation, la corruption et les projets dits de lutte contre la pauvreté pour arrondir les bouts. Donc l'État vole les fonctionnaires en leur payant un mauvais salaire. Les fonctionnaires volent l'État, pas la surfacturation, la corruption et les projets dits de lutte contre la pauvreté, mais qui au fait ne luttent que contre la pauvreté des cadres. Les deux se mettent ensemble pour gruger les paysans en achetant moins cher leur production. Le coton, le poulet, le cabri n'ont jamais été achetés à leur prix coûtant. Le paysan, à son tour, égruge la terre en tirant de la terre toute sa production sans rien donner à la terre. Il tire de la chèvre toute sa production sans rien donner à la chèvre. Il tire du poulet toute sa production sans rien donner à la poule mère. Et pour finir, toutes ces entités, terre, poulet, cabri, porc, sont rentrés en grève contre l'homme. Comme les fonctionnaires grèvent contre l'État, eux ils aussi grèvent en réduisant leur productivité. Autant de nos grands-parents, les poules pondaient jusqu'à 20 œufs. Aujourd'hui, elles ne pondent que 6 ou 8. C'est leur façon de gréver. La terre donnait bien au temps de nos grands-parents, mais aujourd'hui, elle ne donne plus. Après 5 ans d'exploitation abusive, la terre arrête de donner la production. Et vous voyez, les poulets, les pintades, les canards, les cabris sont allés jusqu'à réduire leur masse corporelle pour s'adapter à la misère qu'on leur a imposée. Et c'est ça, au fait, la pauvreté. Et c'est sur ce diagnostic que se fonde la maison du paysan. On retourne à la terre ce qu'on lui a volé. Et la terre est prête encore à donner le maximum de production. On retourne aux animaux ce qu'on leur a volé. Et c'est là même qui est l'idée du retour au village, quoi. Le retour au village. On retourne au village ce qu'on lui a volé et le village va prospérer. On retourne à l'Afrique ce qu'on lui a volé et l'Afrique va prospérer. Donc il faut un mea culpa de la part de tous ces ordres incriminés qui permettent de restaurer la vie et de restaurer les économies des villages. Le chômage dans un pays comme le Bénin, c'est une honte. C'est une démission, puisque ça profite aux politiciens. Puisque la misère leur profite, la pauvreté leur profite, c'est sur un fond de pauvreté qu'on est maire ici, qu'on est député au Bénin, qu'on est président. Puisque ça leur profite, ils ne trouveront jamais la solution à ça. Mais ils doivent savoir, un peuple qu'on opprime ne gémira pas toujours en vain. Il arrivera un moment où les bâtons feront taire des canons. Ça viendra un jour avec nous. Mesdames et messieurs, vous avez bien vu qu'il y a beaucoup d'Africains qui pensent comme ceux-là, qui, je vous l'ai dit pour le faire simple, qui pensent comme le professeur Emmanuel Leporte et qui pensent qu'aujourd'hui, effectivement, l'Afrique peut être au centre du monde et l'Afrique ne devrait pas faire comme tous les autres font. Et il y a une phrase qui m'a plu, professeur, c'est qu'effectivement, il dit que le cadre africain n'est pas le cadre européen et que tout est relatif. Il faut effectivement relativiser, même l'école et l'apprentissage, ne pas prendre l'école européenne et le calquer et surtout venir le photocopier droit en Afrique. Vous, quel est votre commentaire, au-delà peut-être de répondre à mon observation sur cet élément qui nous a été proposé par un autre ami qui nous vient du Bénin, c'est le docteur Michel Babandje, qui est très célèbre du côté du Bénin. Professeur, commentaire et observation. Alors, disons, voilà quelqu'un qui a fait l'école des Blancs, comme on dit souvent, mais qui a pensé que l'école des Blancs ne servait à rien aux Africains, parce que lorsque il explique que l'enfant de 5 ans ou de 6 ans peut déjà être productif en Afrique, ce qui explique que le chômage ne devrait pas être un problème en Afrique. Mais on a tout fait pour que l'Afrique soit un continent désaffamé, en prétendant que s'asseoir au bureau, travailler derrière une table, ce serait ça le travail. Et longtemps avant, il fallait cultiver le café, le cacao, le coton. Pour le roi de la Belgique, par exemple, le coton. Et c'est le Congo démocratique qui a construit la Belgique, en exploitant des gens qui n'avaient pas le droit de cultiver la terre et qui mouraient de famine. Et lorsque tu refusais de travailler la terre, le coton, parce que tu veux travailler la terre pour trouver de quoi manger, on te coupait les bras. Alors, on aura l'occasion de présenter ce genre de subterfuge
qui, aujourd'hui, formaté dans cette donne, on a l'impression que l'Africain a trouvé le bonheur. Et on vient nous miroiter le bonheur des hommes en cravate, des hommes en veste et tout, qui défilent devant nos yeux, derrière des écrans de télévision, qui parlent le bon français, le bon anglais, d'ailleurs qui parlent français mieux que les Français en France, et qui parlent anglais mieux que les Anglais. Alors, parce que le paraître va céder, prendre la place de ce qu'on devrait être. Alors, nous, on pense que l'école ne nous a pas rendu service. C'est pourquoi, lors de la dernière émission, nous avons essayé d'expliquer que les gens ont pu créer plein de choses sans passer par l'école. Et on a fait allusion à Steve Jobs, qui est un contemporain, qui venait de mourir récemment, et qui, en moins de 50 ans d'âge, a pourvu l'humanité des outils de communication multiples et même des divertissements, c'est-à-dire de l'ordinateur aux tablettes, des tablettes aux... je ne sais pas. Donc on comprend... Pour ça, pour une parenthèse, j'ai un ami qui est professeur à l'université qui a discuté avec moi. Il a fallu qu'il aille vérifier effectivement pour se rendre compte que Steve Jobs n'a jamais été universitaire et qu'il n'avait pas eu... Mais non, mais moi j'ai eu un problème en famille lors d'un deuil. Forcément, vous voyez que les gens ont eu cette image dans la tête. Moi j'ai eu un problème lors d'un deuil. Bon, un cousin, il vient du Canada, l'autre avec sa femme, l'autre vient de Paris et tout. On abordait le domaine scolaire, je lui ai dit arrêtez ça. Vous n'êtes pas le modèle de la famille. Vous ne faites rien. Vous n'êtes que des gens qui courent à gauche, à droite pour pouvoir trouver de quoi manger et puis construire un petit immeuble ou bien une petite case et se vanter avec. Des gens ont fait mieux que ça, mais sans avoir perdu du temps et de l'argent à faire tout ce que vous faites là. Parce que vos cerveaux sont totalement embrigadés, que vous ne comprenez même pas qu'il y a d'autres voies. Et non seulement pour vos enfants, mais pour l'avenir de l'Afrique. Alors c'est ça le problème. Tu ne peux pas discuter de ces choses si les gens n'ont pas... J'étais obligé d'entrer sur Google rapidement, là, les faire lire. C'est en ce temps-là que, bon, ils ont commencé à s'enrichir en disant, bon, mais celui-là était un visionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire un visionnaire? Ça ne veut rien dire. Donc, il faut que les gens comprennent. Lorsque tu prends le train, ou la voiture, ou l'avion pour aller quelque part, ça ne veut pas dire que ton village ne vaut plus rien. Hein? Tu vas quelque part pour voir qu'est-ce qu'on fait là-bas. C'est ça qui a fait que l'Asie se développe. Et le développement de l'Asie aujourd'hui, on ne le dit pas dans les médias, mais ceux qui voyagent savent que l'Europe ne vaut rien par rapport à des villes chinoises. L'Amérique ne vaut rien. Ils le savent. Ceux qui voyagent un peu partout le disent. Mais tu ne l'entendras pas dans une chaîne de télévision française. Ah non. Et ils ne peuvent plus rien. Tout est bouclé. Parce que tout est aride. Ils n'ont plus de l'espace pour mieux faire. Alors, l'Afrique a tout. Et nous sommes une réserve de matières premières. Et tout le monde cherche... Nous sommes une proie, une viande où chacun vient couper son morceau. Et il faut que nous fassions tout pour que ça cesse comme ça. Alors, l'émission Le Monde des Mystères, c'est une émission éthique. C'est une émission qui redimensionne l'homme pour lui redonner sa place. L'Africain n'a pas de place sur le chéquier mondial. Et c'est dommage. Hein? Il faut que, désormais, que nous comprenions que, en dehors de tout ce que nous avons eu de l'école, de tout ce que nous avons eu des églises, de tout ce que nous avons eu, de tout ce qui nous a été imposé ici, nous restons des êtres humains au même pied d'égalité que ceux-là. Et qu'il reste seulement une chose à savoir, c'est que nous avons plus de richesses que ceux-là. S'il ne faut pas prendre la richesse sur des choses telles que des villes construites, parce que quand une ville est construite, les matières premières qui sont à cet endroit où on a mis la maison, on ne les aura plus. Donc il faut d'abord qu'on aille du développement du sous-sol pour arriver au développement du sol, pour arriver à un développement durable. Pas des choses qu'on veut faire comme les autres. Hein? Quand les Asiatiques viennent ici pour faire un stade, ils s'enferment souvent quand ils trouvent l'uranium. Ils empêchent que les Camerounais soient sur le site.
Encore que nous, même si nous avons des ingénieurs qui peuvent bien repérer ce que va faire Eva et toutes ces grandes entreprises sur les sites, ils restent dans leur bureau pour attendre à ce qu'on vienne leur donner un 100 000 sur un truc que le Cameroun devrait se développer à ne plus demander de l'aide ailleurs. Alors c'est terrible. Professeur, le docteur Babandje parlait tout à l'heure de l'intelligence situationnelle. Nous, on va parler de l'intelligence artificielle, sauf si vous voulez d'abord faire un petit commentaire sur l'intelligence situationnelle, parce que ça m'a plu cette expression. Ça veut dire qu'on est intelligent que si on maîtrise la situation dans laquelle on se retrouve. Comme on peut dire complément de circonstanciel. Exactement. Parce qu'il y a le complément direct et le complément de circonstanciel. Donc, il faut savoir à quel moment tu te dis intelligent. Parce que, est-ce que nos cadres africains, ceux qui nous gouvernent, sont vraiment intelligents? Je ne le vois pas. Bon, ils détournaient les fonds et ils partaient au FMI et à la Banque mondiale demander des prêts jusqu'à ce qu'on rit à leur nez. Bon, donc, moi je pense que ce n'est pas intelligent. Bon, voilà, mais on va essayer de circonscrire qu'est-ce que c'est que l'intelligence. Exactement, professeur. On va donc, après avoir parlé de l'intelligence situationnelle et surtout sur ce que valent les cadres et les intelligences africaines. Aujourd'hui, on repart voir l'intelligence artificielle, mais cette fois-ci, on parle du cerveau humain vers l'intelligence artificielle. Suivez la chronique. Du cerveau humain à l'intelligence artificielle. Contre toute attente, on pense que c'est à partir du cerveau de l'homme qu'est né un concept qui se veut encore nouveau, à savoir, l'intelligence artificielle. Cela est peut-être vrai, étant donné que les appareils tels que l'ordinateur sont à l'image de notre cerveau comme une sorte de photocopie. Mais sous une énigme, nous constatons que pour inventer de tels instruments, le cerveau n'en est sollicité que de 20%, sinon comment expliquer que beaucoup des gens n'arrivent pas à inventer quoi que ce soit, d'aucuns, malgré leur niveau supérieur de scolarisation. Il n'est donc pas question d'un simple assemblage d'idées et pensées en rapport avec une certaine idéologie hégémonique, mais il s'agit d'une situation qui se traduirait en des faits totalement uniques, soumis à l'intuition issue d'une profonde inspiration que bénéficieraient certains individus aux dons hors normes, et parce que nantis d'une vocation très exceptionnelle, ce qui ferait d'eux, de véritables innovateurs ou inventeurs. Cette catégorie de personnes est souvent connectée à l'astral, précisément aux archives ou des annales akashiques. Évolutivement, au cours des années, leurs idées ou logiques finissent par aboutir à de l'invention d'un instrument, d'outils ou d'un concept, entrant petit à petit dans le quotidien de tout individu et de toute personne morale. Soulignons que, tout prend base dans le subtil, ou plus précisément, dans l'irréel. Ce qui veut dire que c'est de l'irréel qui naît le réel. C'est pourquoi on a toujours dit que rien ne se crée, mais tout se découvre, parce que tout serait en perpétuel devenir. Résultat, c'est donc de cette manière que le progrès technique est donné naissance aujourd'hui à ce que l'on appelle les nouvelles technologies. Il va sans dire que, les recherches faites depuis de millénaires sur l'utilisation du cerveau humain à des fins multiples, auraient permis à l'homme de réussir à réaliser beaucoup de découvertes. Cela laisse croire qu'un jour à l'autre de ces recherches naîtra, un cerveau artificiel, un instrument de très haute définition, voire, un appareil de très haute pondération, se plaçant au-dessus de tout ce qui aura été jusque-là inventé. La cause de l'échec que l'on éprouve dans la réalisation des inventions de grandes envergures, nous avons souligné qu'elle proviendrait de la tergiversation des chercheurs à emprunter une mauvaise piste dans leur choix, c'est-à-dire, le fait de privilégier le mécanisme du cerveau humain uniquement. Un tel choix de piste de recherche fait tout capoter souvent pour un éternel recommencement, ce qui veut dire que les innovateurs du milieu classique ne le sont pas vraiment, le cas de le constater dans le domaine de la santé. Les chercheurs de ce milieu se forcent à utiliser leur cerveau en s'appuyant sur les méthodes empruntées à partir de ce qu'il leur a été enseigné à l'école classique.
En véritable copie-collée de leurs investigations, il n'en sort pas de suite. En clair, une telle piste empêche plutôt l'avancée des recherches chez cette classe de scientifiques. Il leur faut des siècles parfois pour qu'après une mise en cause de la voie jusqu'ici suivie, pour parvenir à un quelconque résultat positif. C'est souvent dans le cadre privé que les recherches indépendantes trouvent facilement de véritables molécules de santé susceptibles à mieux remédier le dysfonctionnement de l'organisme. Malheureusement, les produits issus de ces recherches ne seront jamais pris en compte par l'État, étant donné qu'elles ne bénéficieront guère de la diligence de la voie officielle ou de l'autorité compétente. Professeur, tout d'abord, il faut peut-être qu'on revienne sur la définition même de l'intelligence artificielle. C'est vrai que beaucoup de téléspectateurs ont déjà peut-être croisé ce mot, mais c'est quoi exactement l'intelligence artificielle? Bon, alors l'intelligence artificielle, c'est ce qui est pourvu à partir d'un enseignement. À partir d'une, je dis un enseignement parce que la formation en est une chose. Dans l'entendement métaphysique, former quelqu'un et enseigner quelqu'un, c'est deux choses différentes. Parce que c'est pas pour rien que Odjoula disait lors de l'ouverture de l'office de baccalauréat à Dakar que enseignons les Africains sans les former. Parce que n'oublions pas que l'armée que nous leur donnons actuellement risque d'être à double tranchant et que demain, ils n'en deviennent contre nous ou bien opposés à nous. Alors, résultat, on enseigne les gens. Quand on enseigne les gens, ils n'ont pas une intelligence qui est propre. C'est-à-dire, on ne donne pas l'occasion à ces gens de savoir que 1 plus 1 égale 1. Ils disent 1 plus 1 égale 2. Ils le répètent jusqu'à la vieillesse. Ils ne savent jamais que 1 plus 1 égale d'abord 1. Un peu comme le font les ordinateurs qui sont programmés. Tout simplement. Et c'est ce qui vous fait dire dans Alors, la chronique. Maintenant, l'intelligence artificielle, c'est une intelligence où vous tombez à l'automatisme. Donc, vous devenez automate. Vous dites des choses des autres. Comme quelqu'un qui dit Jésus est le Fils de Dieu, point. Il est prêt à te taper. Comment il le sait? Il ne peut pas dire. Il ne veut même pas en discuter. Parce qu'il sait qu'il est suffisamment intelligent pour ne pas demander à quelqu'un de lui enseigner quoi que ce soit de la chose de Jésus. Il est suffisamment intelligent, alors qu'il ne l'est pas. Il est artificiellement intelligent. Et c'est ça qui vous fait dire que l'ordinateur aujourd'hui est une sorte de photocopie du cerveau humain. À quel niveau exactement pour ça? Alors, c'est ce genre de choses qui sont prêtes à être programmées. On ne peut pas programmer l'intelligence humaine jusqu'à ce que l'appareil fonctionne avec. C'est faux. Parce que l'intelligence de l'homme n'est pas que du cerveau. Il y a plusieurs paramètres, où il y a plusieurs dimensions à cette intelligence qui fait qu'un équipement, ne fût-ce qu'un équipement électronique pour l'heure, peut-être dans l'avenir, ne puisse faire ce que l'homme peut faire. Alors, c'est pourquoi cette intelligence qu'on a prêtée aux appareils est limitée à faire ce qu'on donne à l'appareil. Parce que lorsque tu achètes, par exemple, un ordinateur, si tu pars chez un concessionnaire pour commander un ordinateur, il va te poser la question de savoir qu'est-ce que tu veux faire avec. Tu lui dis, je veux faire de la télé. Alors, il sait qu'est-ce qu'il faut comme paramètres et périphériques pour que tu aies un ordinateur qui va fonctionner, faire fonctionner ton projet. Si tu lui dis, moi je veux faire bureautique, il sait que Office seul te suffit pour faire bureautique avec tout ce qu'il y a comme périphérique, imprimante et tout. Donc, c'est une intelligence prêtée à l'appareil. Et cet appareil a quelque chose de sensationnel, c'est que ça répond du tic au tac, ce que tu lui as donné. Une sorte de programmation. Alors, cette programmation permet donc à l'appareil de te remplacer ou de remplacer des gens qui, par exemple, en matière de mathématiques, qui vont perdre du temps à vouloir réfléchir, leur cerveau n'étant pas donc un cerveau placé à faire des opérations du tic au tac, ils vont donc s'octroyer un ordinateur pour le faire ou bien un petit appareil, un petit instrument, un petit outil pour pouvoir le faire rapidement. Alors, mais ça veut dire que l'ordinateur
étant préprogrammés, on préprogramme aussi les cerveaux des gens. C'est ce que font les universités. On arrive là tout à l'heure, mais déjà parce que quand vous faites le parallèle entre l'ordinateur et le cerveau, on commence à comprendre et on se met encore plus à comprendre quand dans la chronique, vous dites qu'il n'y a que 20% du cerveau qui sont sollicités même pour fabriquer l'ordinateur. Ça veut dire que là, il y a encore rien que 20% de l'intelligence humaine, du cerveau humain. Je voulais même dire que c'est un peu parce que, oui, parce que ça peut être 0,1%. 1%, effectivement. Bon, mais peut-être pour ne pas... Ça démontre qu'au niveau de cette programmation-là, il y a quand même une insuffisance, sinon un coût réduit en termes de productivité. Oui. Le problème, c'est qu'on doit arriver un jour, comme on est en train de faire des robots, des gens qui vont balayer à la maison, qui vont jouer le rôle des bonnes, hein, des domestiques et tout. Bon, on va arriver à un jour où on aura des robots qui sont comme des êtres humains et qui font des commissions. On peut même les envoyer au marché, acheter des vivres pour venir cuisiner. Et l'homme ne va plus rien faire. Cette intelligence qu'on est en train de façonner sous forme d'outils, ne fût-ce que des robots du genre, a donc comme quelque chose de dangereux parce qu'à un moment donné, l'ordinateur plante. Lorsque l'ordinateur plante, ça peut aller jusqu'à perdre tout ce que tu avais dans ton disque dur ou alors les fichiers qui n'ont pas été sauvegardés. Et que si c'est un travail qu'on a mis du temps pour réaliser et qu'il faille le recommencer, vous ne serez pas au rendez-vous. Pour que les téléspectateurs comprennent, parlons peut-être du contraire. Parlons de ces autres individus qui sont donc soumis à l'intuition, qui est donc issue d'une profonde inspiration et qui ont des dons en nombre, qui eux vont donc cette catégorie de personnes qui sont souvent connectées à l'astral. Là on ne comprend pas. Ça veut dire qu'il y a ceux qui s'occupent rien que de l'intelligence artificielle, mais il y a d'autres individus qui eux n'ont rien à foutre avec, excusez-moi l'expression, n'ont rien à faire avec l'intelligence artificielle, mais eux vont plutôt vers ce que vous appelez les archives akashiques et même aussi des annales, les archives et les annales akashiques. Expliquez-nous un peu pour qu'on comprenne bien la différence. Peut-être que les téléspectateurs vont cerner l'intelligence artificielle à l'intérieur. Bon, prenons un monsieur qui construit un immeuble de plusieurs étages. 150 étages, comme ce fut le cas aux États-Unis, mais qui n'est pas architecte. Il utilise quelle intelligence? Ce n'est pas une intelligence qui passe sur la base de la copie-collée. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas façonné pour faire le dessin et pour obtenir de ce dessin une œuvre architecturale. Non, il n'a pas été façonné. Il a quelque chose en lui, c'est ce qu'on appelle la raison. Parce qu'on pense souvent que la raison du cerveau est la raison valable. La raison du cerveau n'existe que si l'intelligence que le cerveau porte n'est pas artificialisée. C'est-à-dire que on peut, à partir de son cerveau, relativiser le ressentir et le vécu ou bien le vivre, ce qu'on vit. C'est-à-dire ce qu'on est en train de voir et ce qu'on ressent et faire la part des choses. C'est comme une personne qui part voir un voyant. Alors, cette personne dit que le voyant doit lui dire que c'est son oncle qui l'empêche de réussir dans la vie. Alors, le voyant saura comment que le gars là, la réponse qu'il attend, c'est qu'ils lui disent que tout lui provient de son oncle. Mais il doit ressentir ça, le voyant doit ressentir, il doit lire sa pensée. Mais pour lire sa pensée, il ne va pas lire ça avec sa pensée, il va lire ça avec son cœur. C'est-à-dire quand il voit la personne, à partir de ses yeux, il capte le message qui arrive d'abord au niveau du cœur, de son cœur, et il le renvoie au niveau de la tête, afin que la bouche lui dise que ce que tu veux bien que je te dise, c'est que c'est ton oncle qui est derrière tes misères, tes blocages. Le gars sourit. Alors qu'il est en train de lui dire ce que tu veux bien entendre,
c'est que c'est ton oncle. En venant là, tu sais que c'est ton oncle et c'est ça que tu veux avoir comme confirmation. Pour ça, on voulait bien comprendre l'intelligence artificielle et les archives et ceux qui vont vers l'archive. Je voudrais donc dire que là, à partir de ce moment, s'il lui dit autre chose, qui lui vient maintenant de ce qu'il a eu comme message à partir de l'astral, parce que il utilise le subconscient, hein, qui va au-delà du supraconscient et capter des messages qui sont ramenés au niveau du cœur, renvoyés au niveau du cerveau. Et à partir de là, il lui dira que ne te porte pas, ne te mets pas contre ton oncle, voilà le problème qui te bloque. Je ne te donne rien, va faire ceci, tu vas voir, ça va marcher. Bon, c'est la même chose que l'architecte qui reste chez lui et dessine un immeuble. Le genre qu'on voit en Asie, à l'heure actuelle, où il y a ces genres d'immeubles qui ressemblent à des décorations de fleurs, des édifices qui n'ont pas, qui ressemblent à rien par rapport à ce qu'il y a eu comme des maisons, en fait, en forme carrée, non rectangulaire, parce que le bas et le haut, hein, c'est-à-dire, on a un carré, mais qui s'est élevé à plusieurs niveaux. Bon, aujourd'hui, ça peut être une fleur, ça peut être une marmite, ça peut être n'importe quoi qui ressemble à rien de ce qu'on connaissait avant. Ce genre de maison, ce n'est pas l'école. Parce que sinon, c'est que tous les architectes qui ont eu des gros diplômes sont arrivés à ce niveau. Parce que construire une maison qui ressemblait, je ne sais pas moi, à une caisse, à une boîte surélevée, mais tout le monde peut le faire. Mais dessiner quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui attire l'admiration, ce n'est pas à la portée de tout le monde. C'est là où on va donc chercher cela au niveau des annales akashiques. C'est-à-dire qu'au niveau de l'astral, tout ce que nous avons, tout ce dont nous avons besoin, tout ce qui est réel est d'abord dans tout ce qui est réel vient de l'irréel. Hein? Que ce soit la connaissance, les dons linguistiques, certaines personnes parlaient des langues sans les avoir apprises, suffisamment qu'ils restaient dans un milieu pendant un certain temps, allez, tout revient. Alors, donc, à ce niveau, on a obtenu des moteurs d'avion, des moteurs de voiture. On a obtenu tout ce qu'on a voulu, des choses, des objets comme les smartphones, iPhone et tout cela, tout ce que nous avons comme technologie part de ces archives akashiques. Professeur, et c'est ce qui vous fait dire effectivement que les innovateurs du milieu classique ne le sont pas vraiment, le cas de le constater dans le milieu de la médecine et de la santé. Par exemple, on a, à un moment donné, on a même voulu prendre de la Lune des objets pour venir soigner les gens sur la Terre, chercher les raccourcis. Alors, pourquoi la santé ne réussit pas? Pourquoi les... Ceux qui sont passés par l'école classique. Oui, les médecins d'abord ne font pas de médicaments. C'est regrettable. Mais ils sont des thérapeutes. On ne sait pas quel genre. Parce que tu ne peux pas dire que tu es thérapeute. Toi, tu ne fabriques rien à l'intérieur des gens parce que la division du travail veut que toi, tu prescrives seulement. Et là, tu vas prescrire des produits comme Mediator qui vont tuer les gens. Tu n'es pas responsable. Ça regarde le fabricant. Et on va dédommager les familles sans mettre en cause cette méthode ou cette manière de faire avancer la science. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc que les molécules sont obtenues sur la base de la recherche d'argent. Et là, on utilise l'intelligence du cerveau, et non du cœur. C'est-à-dire, on ne cherche pas la raison entre l'humanitaire qui se veut, qui est l'objet de la médecine, et l'industrialisation des procédures de fabrication de quoi que ce soit. On confond le commerce à l'humanitaire en ce temps-là. Et là, parce qu'on n'est dans aucune logique. Parce que la métaphysique dont nous défendons, la cause métaphysique qui est la nôtre, qui est une cause spirituelle ou supra-spirituelle, voudrait que tout ce qu'on fait doit tomber d'abord dans une logique qui n'est pas individuelle, mais dans une logique qui se veut universelle. Vous ne pouvez pas soigner les gens avec du poison pour donner des résultats, sachant bien que c'est du poison, parce que les excipients, par exemple, dans le domaine médical, les excipients, c'est-à-dire
ce qui est comme la pâte qui reçoit la molécule, ne fût-ce que paracétamol comme molécule principale, et que la pâte dont le comprimé a à son sein la molécule, l'ensemble de ce comprimé, que ce soit un précepte ou un produit générique, l'ensemble de ce comprimé est une pâte qui est durcie et qui permet à ce qu'on dépose la molécule à l'intérieur du corps à travers ce comprimé. Alors ça, c'est du poison. Pourquoi? Parce que c'est fait à partir de l'artificialité totale. Donc c'est là où le cerveau, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, est allée plus loin en termes d'additifs alimentaires. Des produits halal qui sont parfois des produits arabes et tout, comme des compléments alimentaires du genre additifs alimentaires, comme pour dire que dans la maladie, il y a aussi un déséquilibre alimentaire. C'est pourquoi on dit souvent aux gens manger équilibré. Bon. Donc, à partir de cette donne, on n'a pas écouté le cœur, on a écouté son cerveau. Et de son cerveau, on est allé à la recherche de l'argent. L'argent, là, c'est d'abord le financement. Ce financement-là vient de quelque part. Et de quelque part que ça vient, il faut rentabiliser. Tant pis pour ce que ça donnera sur la population. Professeur, il faut bien que les téléspectateurs comprennent. Si quand on parle effectivement de la médecine officielle, téléspectateurs, c'est pour mettre en exergue l'intelligence artificielle et voir que aujourd'hui il y a des recherches indépendantes qui sont faites, mais malheureusement les produits issus de ces recherches indépendantes ne seront et généralement ne sont jamais prises en compte par l'État, étant donné qu'elles ne bénéficient pas de la diligence de la voie officielle ou de l'autorité compétente. Et pourtant, c'est là ici de l'intelligence artificielle qui sont dans une nomenclature de profit. Alors, pour reprendre votre mot, pour ça, je veux que les téléspectateurs, après vous allez... Je vais même appuyer le mot. C'est là où, effectivement, malheureusement, là, on se retrouve dans cette dichotomie-là. Ajoutez donc pour ça. Oui, je voulais expliquer une chose. L'industrie enrichit le pays. Hein? Donc, pour que le pays soit riche, il faut qu'il soit industrialisé. Et pourtant, les recherches indépendantes qui viennent du cœur, malheureusement, ne sont pas dans la même logique. Mais là, maintenant, il faut voir, est-ce que l'industrie ne tue pas la population? Là, on s'en fout. On va réparer après. Parce que c'est comme pour dire ceci. Si tu as faim, qu'on te donne n'importe quoi à manger pourvu que tu sois nourri. Le cas de le dire, le cas de le constater, par exemple, ceux qui font dans la bétail, ceux qui élèvent les vaches, quand il n'y a plus l'herbe, on les donne les cartons pour manger les cartons. Ils mangent les cartons. Bon, ils tombent malades, on les injecte. Et après, il y a la viande pour le marché. Tant pis si cette viande-là va provoquer des maladies. On s'en fout, pourvu qu'il n'y ait pas la famine. Professeur, pour qu'on sorte donc, essayez de nous réexpliquer dans cette intelligence artificielle-là. C'est ce qui est programmé et ce qui ne vient pas dans l'instinct, qui ne vient pas de manière artistique. C'est de ça qu'on parle, professeur. Parce qu'on a l'impression depuis, je voulais vraiment que les professeurs et les téléspectateurs comprennent l'intelligence artificielle parce que c'est très important dans la vie d'un homme. On a cette intelligence intuitive qui est de nous-mêmes et qui vient du cœur, et on a l'intelligence artificielle. Pour ça, s'il vous plaît, pour qu'on passe à autre chose, essayez de nous expliquer. L'intelligence, j'ai dit tout à l'heure, il y a l'intelligence artificielle de deux manières. La première manière, c'est le formatage du cerveau de l'être humain qui ne réfléchit plus par lui-même du fait de ce qu'il ressent, mais qui ne réfléchit même pas, mais qui répète ce qu'on lui a dit. Donc, ça devient une intelligence artificielle qui fonctionne, qui fait fonctionner sa vie. Bon, il y a une deuxième intelligence artificielle qui est pourvue, du moins qui est attribuée, du moins qui est allouée pour les appareils. Et qui, par retour, ces appareils nous rendent des services, comme les téléphones que nous utilisons maintenant, les ordinateurs et tout. Voilà deux sortes d'intelligence artificielle. Par contre, l'intelligence naturelle, c'est un enfant qui, sans être génie de l'école classique, de l'école classique, donc le Coran et c'est coranisé. Non. Mais qui fait des choses totalement extraordinaires, dont on a cité le cas de Steve Jobs. Voilà.
Mesdames et messieurs, professeur, à une époque, nous parlons aussi de l'intelligence intuitive du cœur. C'est cette intelligence naturelle-là qui vous permet de vous déployer et surtout de voir ce que vous avez en vous. On va parler dans le deuxième stop du thème du jour. On parle effectivement de humainement. Y a-t-il d'avancées scientifiques donc par l'utilisation du cerveau? Ça, c'est une démonstration qui sera faite. On ne va pas beaucoup épiloguer après. On passera à autre chose. Mais suivons d'abord cette chronique. Du cerveau humain à l'intelligence artificielle. Pour servir d'illustration de ce qui concernerait l'école officielle, appuyons-nous sur les recherches concernant les médicaments susceptibles de guérir des malades. La piste empruntée par les facultés universitaires déroute l'étudiant de la vraie voie des recherches malgré d'importants financements, cela parce que les bases de ce qui est enseigné dans les universités sont fausses au départ. Du coup, les molécules obtenues de ces recherches deviennent un mobile d'intoxication des malades, au point où, parce que l'honnêteté intellectuelle oblige, on dénote que les effets indésirables des médicaments artificiels issus de ces recherches ouvrent largement la porte à des maladies secondaires et chimiquement inguérissables. Les victimes, malgré que leurs anciennes maladies soient devenues chroniques, et surtout qu'à cause des excipients, additifs alimentaires, où loge la molécule active, parfois, parce que cancérogènes, elles finissent par rendre sujettes à de nouvelles pathologies, encore plus difficiles à soigner. En revanche, par rapport à l'état où ils étaient avant le début du traitement, la situation du malade va plutôt s'empirer. Parce que la nature a horreur du vide, et pour cela, parce qu'elle sait faire ces choses, du coup, il va naître une nouvelle génération d'hommes et femmes, qui, en déphasage total de toutes les conventions existantes, préétablies, vont se démarquer. Ainsi, du fait de s'écarter des sentiers battus, cela va leur permettre finalement de mettre en place une réelle intelligence artificielle à travers des logiciels, intitulés « La nouvelle clé de la performance ». Cette nouvelle clé de la performance sera finalement très sollicitée, tant par les individus que de nombreuses sociétés. On dirait que tout le monde serait en phase avec ces logiciels comme étant des outils essentiels de l'intelligence artificielle, tant attendue, une sorte de plateforme capable dans certaines circonstances de réfléchir quasiment de la même façon que l'homme. Grâce à ces logiciels, l'automatisation peut se produire via une programmation de certaines tâches. C'est-à-dire, faire fonctionner un ensemble d'opérations de communication grâce auxquelles la falsification s'avérerait difficile, et qu'avec un collectif de clients, on arrive à garantir une interrelation pour empêcher que les données ne s'éparpillent. Sauf que, l'intelligence artificielle ne saurait prendre acte sur le naturel par rapport aux sujets sociaux. Elle sert de raccourci pour atteindre de manière concrète un but. Elle ne saurait concerner quoi que ce soit du domaine subtil de la vie, parce qu'elle fait partie d'une forme de machinerie ne fonctionnant qu'à l'aide d'un équipement répondant à une technologie adéquate. C'est facile de comprendre le fonctionnement de cet équipement, parfois même sans mode d'emploi. Il est aussi facile d'assembler ou remplacer les composants en cas de panne de cet équipement, mais pourtant, il reste impossible de comprendre comment on en est arrivé là en vue d'entreprendre sa propre démarche facilitant une invention. Alors que dans les écoles ou universités, on donne l'impression aux apprenants d'avoir atteint le top niveau suite à l'obtention de leur diplôme d'ingénierie par exemple. Pourtant, le constructeur de ce topo, la clé de performance, le logiciel et même l'équipement correspondant, n'a étudié dans aucune école, et sans diplôme, il est quand même parvenu à un bon résultat de découverte ou d'invention. Pourtant, nos amis ingénieurs n'ont appris que machinalement sur la base de la copie-collée, d'une fidélité exemplaire, et peuvent rien créer. Mais bien que limités, ils croient quand même être des experts du domaine social correspondant au diplôme reçu, comme s'il avait un vrai savoir, pourtant que non. Toutefois, ils ne sont pas à même de distinguer le subtil du concret, dans la mesure du possible de savoir ressortir la différence entre la santé, du subtil, et la médecine, du concret, cherchant comment placer le médecin au centre de l'explication et de l'exploration de ces deux termes.
Mesdames et messieurs, vous avez bien compris qu'humainement, il serait donc très compliqué, je vous l'ai dit, très facile effectivement d'avoir des avancées dans le domaine du progrès. Mais humainement aussi, il est aussi compliqué d'avoir des avancées en utilisant le cerveau. Il faut plutôt qu'on aille vers le cœur. Professeur, dans cette chronique, on a parlé de la clé de performance, où on parlait effectivement de ce logiciel-là qui peut nous aider, et même de l'équipement correspondant qui peut nous aider à mieux nous déployer. Professeur, c'est quoi la clé de performance? Alors, la clé de performance, c'est lorsque on a compris que la vie est totalement différente de tout ce que on en fait croire. C'est-à-dire que on donne l'impression que les maisons, les voitures, les femmes, tout ce que l'homme, les femmes, les hommes, c'est-à-dire le paraître, hein, sur le plan matériel, c'est ça la vie, non? La vie est autre chose. Parce que tout le monde est appelé à transiter, c'est-à-dire à quitter cette terre à un moment donné, à rentrer dans l'astral et à revenir pour continuer la mission. Quand la première phase de ta mission a été mal accomplie, si tu étais président de la République, tu n'as pas bien géré l'État. Si tu étais ministre, si tu avais quelque chose qui regardait le social, tu es appelé à naître lépreux, où tu auras des doigts coupés, où tu naîtras mendiant pour payer de tes fautes. Alors que toi, ta mission devrait être que, au niveau où tu es arrivé au cours d'une existence précise, partir de cette existence pour une autre existence, tu devrais plutôt avoir à gagner. Là, on le reconnaît comment? On le reconnaît des enfants qui naissent des messieurs totalement bien sur le plan matériel. Soit né d'un président de la République, soit né d'un homme d'affaires ou des gens comme Troum, où son enfant trouve tout. Cet enfant-là n'est pas différent de l'enfant d'un pauvre. Mais sauf que dans ses vies antérieures, il a accumulé les biens. Le fait de les avoir accumulés, aujourd'hui, il retrouve ses biens. Donc, il a travaillé matériellement, spirituellement matériel. C'est-à-dire qu'il a été correct par rapport à son passé et par rapport au bien. Le passé ici, au cours de sa vie antérieure, il a vécu noblement, il a vécu sagement, il a vécu spirituellement et il a accumulé des bons points, des bonnes notes. Et c'est de ces notes-là qui lui permet donc de naître chez un monsieur qui a tout. Mais sauf que s'il tombe dans l'arrogance, fils du président de la République, avec un gros poste de fonction dans l'administration de son père, et puis il tombe dans l'arrogance, qu'il ne soit pas étonné qu'il va